Tous en rang et deux par deux. Ce jeudi, 12 millions d'élèves ont fait leur rentrée. Nouveaux camarades, nouveaux professeurs, nouveaux enseignements. Il va y avoir du changement cette année, on vous explique. L'imam Hassani Hussein reste introuvable. Le prédicateur du Nord pourrait être en Belgique. Les autorités françaises et belges travaillent en étroite collaboration pour le retrouver. Hassani Hussein est visé par une procédure d'expulsion. Éric Dupond-Moretti veut mettre les détenus au travail, une stratégie pour favoriser leur réinsertion. Aujourd'hui, seuls 32% des personnes incarcérées ont un emploi. Ils étaient 2 fois plus nombreux il y a 20 ans. Et puis les carburants, enfin moins chers. La ristourne tant attendue de 30 centimes est entrée en vigueur. Un soulagement pour de nombreux automobilistes. Il y avait du monde devant les stations-service. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, c'était un grand jour ce jeudi. Certains n'avaient pas du tout envie, d'autres attendaient ça avec impatience. Près de 12 millions d'enfants ont fait leur rentrée. Michael Chailloux a suivi un élève de CM1 à Nantes. Regardez. C'est bien dormi, Gaël ? Ouais. Bien dormi, mais réveillé un peu tôt, Gaël, pour cette rentrée dans une école d'un quartier de Nantes. Heureux de clôturer les vacances et de retrouver sa classe avec une motivation toute personnelle, celle d'un enfant de 10 ans. On n'a pas joué beaucoup au loup avec les voisins et là on a un plus grand espace que l'espace vert du lotissement. Donc l'école, c'est mieux pour jouer parce que c'est plus grand, c'est ça ? Oui. Les activités avec les copains, la récré et tout, c'est important pour lui. Ouais. C'est essentiel. Ouais. Quelques minutes de route et c'est enfin le temps des retrouvailles avec les copains. Mais déjà, il faut faire silence. Le directeur prend la parole. Bienvenue à tous, élèves, avant tout, qui arrivez cette année pour une nouvelle année. Les conditions sanitaires sont plus favorables, avec des protocoles allégés. Donc ça nous permet d'accueillir les élèves dans de meilleures conditions. Nous avons nos équipes au complet. Même s'il y a eu quelques difficultés jusqu'au dernier moment, dans cette école, il y aura bien un enseignant dans chaque classe. Gaël a pris place auprès des 25 élèves de CM1, CM2 de la classe de Bruno. C'est parti jusqu'en juin 2023, avec un accent particulier mis sur les mathématiques. Les mathématiques, justement, sont de retour en classe de première. Parmi les nouveautés, on note également la généralisation de 30 minutes d'activité physique quotidienne en primaire. Mais ce n'est pas tout. On voit tout ça dans le détail avec Clémence Barbier. Cette année, le dédoublement des classes se poursuit dans les zones les plus défavorisées. 12 élèves au lieu de 24 par classe dans l'ensemble des CP et CE1, des réseaux d'éducation prioritaires. En revanche, dans les grandes sections de maternelle, le processus n'est pas encore achevé. Lutter contre la sédentarité avec davantage de sport, les élèves du primaire devront effectuer 30 minutes d'activité physique par jour, en dehors des heures de sport et de la récréation. La découverte des métiers se fait désormais dès la 5e pour aider les élèves à s'orienter. Cette demi-journée par semaine dans les collèges volontaires pourront notamment prendre la forme de rencontres avec des professionnels de différents secteurs ou de visites d'entreprises. Du côté des matières, l'anglais bénéficie d'un plan d'urgence avec la mise en place de parcours bilingues renforcés, la création d'un assistant vocal pour enseigner la langue, ainsi que le financement de séjours à l'étranger. Enfin, les mathématiques font leur retour en première après avoir été quasi éliminées. Elles figurent de nouveau dans le tronc commun, sous la forme d'un module dans l'enseignement scientifique, pour le moment optionnel. Et en cette rentrée, beaucoup d'enseignants manquent encore à l'appel. C'est pour cela que le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, entend rendre le métier plus attractif. Je vous propose de l'écouter. Nous travaillons à des solutions pérennes pour améliorer l'attractivité du métier d'enseignant dans le cadre des échanges que nous allons entamer cet automne avec la Première ministre pour revaloriser la profession d'enseignant, pour travailler aussi sur de nouvelles missions et pour susciter un élan parce que l'éducation, ça n'est pas affaire que de l'État et des pouvoirs publics, c'est aussi affaire de la nation, de l'ensemble de la communauté éducative. Dans l'actualité, l'imam Hassani Hussein reste toujours
Introuvable, le prédicateur du Nord est visé par une procédure d'expulsion. Concernant la suspension du laissez-passer consulaire marocain, Gérald Darmanin a expliqué que les autorités marocaines attendaient davantage d'informations sur cet imam jugé dangereux. Ce sont ses mots. Le ministre de l'Intérieur était l'invité de Pascal Praud sur CNews. On l'écoute. J'ai des échanges avec les autorités marocaines et j'ai, je l'espère, convaincu les autorités marocaines que le laissez-passer qu'ils nous avaient délivré, monsieur Praud, parce qu'il faut voir aussi les choses telles qu'elles étaient. Voilà, 15 jours, nous avons obtenu des autorités marocaines, avec qui nous travaillons très bien, un laissez-passer de 60 jours. Je comprends que la demande des autorités marocaines, c'est d'avoir plus de précision sur ce monsieur qui va être envoyé chez eux. Si, et c'est bien normal, nous considérons que c'est un dangereux personnage, il n'est pas tout à fait anodin que les services marocains nous demandent davantage d'informations. Je les ai données hier soir aux autorités marocaines. Je n'ai pas de doute sur le fait que si nous interpellons M. Equissen, s'il était en France, qu'il serait évidemment... Question précise. Selon les déclarations de Gérald Darmanin, l'imam serait manifestement en Belgique. Dans ce contexte, les polices françaises et belges travaillent en étroite collaboration. Les explications signées Noémie Schulz. On a pu avoir l'impression qu'il y avait un peu de flottement entre les autorités belges et françaises, puisqu'hier soir, la porte-parole du ministère de la Justice a fait savoir que l'imam Equissen n'était pas signalé comme personne recherchée dans la base de données des policiers belges. Alors, on a posé la question au ministre Gérald Darmanin ce matin, qui a expliqué qu'il fallait sans doute un peu de temps, que la décision du Conseil d'État remontait à mardi après-midi seulement, et qu'il fallait que les informations parviennent jusqu'aux autorités belges. C'est sans doute chose faite. Il a insisté sur la très bonne coopération entre la Belgique et la France. Il y a donc deux options maintenant. Si l'imam Equissen se trouve bien sur le territoire belge, s'il est arrêté par les policiers belges, il peut être soit expulsé directement vers le Maroc, si les autorités font toutes les démarches auprès du Maroc, soit la Belgique renvoie l'imam vers la France, qui semblerait le plus simple, et alors il serait placé en centre de rétention administrative en France. Il peut y rester jusqu'à 3 mois, le temps que la France récupère le fameux laissez-passer consulaire. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, invite les chefs d'entreprise à embaucher des détenus, leur proposer un emploi pour contribuer à leur réinsertion. Le travail en prison est gagnant, gagnant, gagnant pour tout le monde, selon ses mots. Je vous propose de l'écouter. L'appel est un appel qu'on lance aux employeurs parce que ça a du sens. C'est une contribution citoyenne extraordinairement importante. Parce que derrière ça, il y a la sécurité que l'on assure par moins de récidive, évidemment. Et c'est gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour le détenu qui se forme, qui apprend un métier. Gagnant pour le chef d'entreprise. Il y a un certain nombre d'avantages économiques et c'est bien normal. Ça n'est pas négligeable. C'est un double but, il faut être très clair là-dessus. C'est punir, évidemment. C'est réinsérer, bien sûr. Puis c'est aussi mettre à l'abri la société de gens qui peuvent être dangereux potentiellement. Le ministre de la Justice souhaite qu'un détenu sur 2 occupe un emploi, contre seulement un tiers actuellement. Quelle est exactement la situation en France? Combien de détenus travaillent? Combien gagnent-ils? On fait le point avec Kinson. En 2022, 32% des détenus avaient une activité rémunérée. Ils étaient presque 2 fois plus nombreux il y a 20 ans, malgré un rebond de 4% depuis 2020. L'offre de travail n'a pas augmenté. Par contre, le nombre de détenus incarcérés, lui, a bien augmenté. Quand il y a plus de demandes que d'offres, eh bien c'est comme dehors, on se retrouve avec du chômage. Une tendance qui risque de s'accentuer. En cause, la nouvelle réforme sur le travail en prison, entrée en vigueur en mai dernier. Avec la nouvelle rémunération viennent aussi de nouveaux droits qui sont plus proches du droit du travail qui s'appliquent à vous et à moi. Ce qu'on appelait avant un simple contrat d'engagement va devenir quasiment un véritable contrat de travail maintenant. Près de 400 entreprises offrent un salaire aux détenus, un revenu qui varie entre 250 et 315 €. Une activité vitale au quotidien, mais aussi pour la réinsertion. C'est là cette perméabilité entre la société et le lieu carcéral. C'est pour ça qu'on a été visiter les ateliers, d'ailleurs, où ils travaillent. Vous voyez, ce rapport d'utilité sociale, que la prison ne soit pas une parenthèse fermée d'inutilité sociale. Voilà, parce qu'il faut partir du principe qu'ils vont revenir à l'extérieur et revenir dans la société. En France, la moitié des détenus sont sans diplôme et sans emploi au moment de leur incarcération.
Cette vidéo choc d'une dame de 89 ans agressée par 3 adolescents. Ça s'est passé à Cannes en plein jour et à la vue de tous. Pour lui dérober son sac, un des 3 jeunes lui a asséné un violent coup derrière la tête. Les individus ont été interpellés. Ils ont été placés dans des centres éducatifs fermés. Retour sur les faits avec Franck Trivio et Thibaut Marcheteau. C'est dans ce quartier de la Boca, à Cannes, que lundi dernier, une femme de 89 ans s'apprête à rentrer dans sa résidence. Arrivée par derrière, 3 jeunes agressent cette dame âgée. Le premier lui assène un coup violent dans la nuque. La victime chute lourdement. Le second en profite pour lui dérober son sac. Et le troisième filme la scène. Ils prennent la fuite et la victime reste au sol. C'est une agression violente qui a dû être évidemment ressentie comme telle par cette pauvre dame de 89 ans. Les individus sont jeunes, 14 ans. Ce ne sont pas des primaires. En tous les cas, ils sont connus pour des larcins, ils sont connus pour des recels de vol. Le maire de Cannes, qui a vivement réagi sur Twitter, a ensuite adressé une lettre au ministre de l'Intérieur en lui demandant la plus grande fermeté à l'égard des familles des agresseurs qui auraient tenté de couvrir les agissements d'un accusé sur la base d'un faux témoignage. Eu égard à la gravité de cette agression, je vous demande de tout mettre en œuvre pour que soit suspendu immédiatement le versement de toute aide sociale au profit des familles. Je souhaite également que soit prononcée l'interdiction de séjourner et de transiter sur la commune de Cannes à l'encontre des 3 agresseurs. Il prévient également Gérald Darmanin avoir demandé l'expulsion des logements sociaux dont ces familles bénéficient. Les 3 adolescents âgés de 14 et 15 ans ont été placés dans 3 centres éducatifs fermés différents et hors du département. Ils sont convoqués au tribunal des enfants le 30 novembre prochain.